que c'est à nous de commencer. Bonjour à tous, merci d'être venus assister à cette conférence sur le sujet des investissements dans le sport, dans l'économie du sport. Et on va tenter de répondre à une question qui est quand même un gros challenge, la France, future championne du monde en la matière. Alors, je me présente, moi je suis Magali Tesna-Dumoncel, je suis la directrice générale de Sportsora. Sportsora, c'est une organisation qui regroupe en fait les acteurs de l'économie du sport et dont la mission est de penser et influencer le développement responsable de l'économie du sport. Donc bien sûr, ces sujets liés à l'économie du sport et à son financement est extrêmement important pour nous. Et ce qui est important aussi, c'est que vous ayez bien en tête et que vous réalisiez que le sport est une véritable économie, est un secteur économique à part entière. J'espère que vous avez vibré comme nous cet été pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Ça a été évidemment une formidable vitrine pour le savoir-faire du sport français en termes d'organisation de très grands événements sportifs internationaux, mais aussi pour beaucoup d'entreprises françaises qui ont contribué soit à l'organisation de l'événement, soit à délivrer les ouvrages olympiques. Donc tout ça pour vous dire que le sport, évidemment, c'est bien plus que du sport. Je reviens à ce sujet de secteur économique. Quelques chiffres, 2,6% du PIB pour le secteur du sport. C'est équivalent ou un petit peu plus que le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. C'est 71 milliards à peu près de revenus liés à la consommation des ménages en particulier dans leur pratique sportive qui concerne pratiquement 70% des Français. Ce sont à peu près 130 000 entreprises, 450 000 emplois et c'est un secteur qui est extrêmement hétérogène. C'est pour ça qu'il est aussi passionnant puisqu'on va du sport de très très haut niveau, du sport professionnel au sport amateur avec beaucoup aussi de structures associatives et puis d'entreprises qui sont des fournisseurs, des équipementiers et qui vont aider aussi tous les Français, nous aider à pratiquer notre sport, à le regarder à la télé, à faire des spectacles extraordinaires qui nous font vibrer. Alors, je n'avais pas prévu que ma tablette s'éteigne. Je vais commencer cette conférence, en fait, avec vous, Sandra, pour un peu poser le sujet. Sandra, donc vous êtes directeur associé chez Alvarez et Marsal en corporate finance, donc c'est la banque d'affaires de cet énorme finalement groupe de cabinets de conseil international. Vous me direz si vous rectifierez si je fais des erreurs. Donc c'est un grand groupe international qui s'est beaucoup développé sur les 10 dernières années avec focalisé quand même sur les métiers de la restructuration. Vous avez 10 000 collaborateurs dans le monde et une très très grosse croissance récente en France avec plus de 250 collaborateurs. Sandra, donc vous travaillez au sein de la banque d'affaires qui est spécialisée dans l'industrie du sport, des loisirs et de la santé. Et donc, sur ce sujet du sport, donc le sport advisory chez vous, donc accompagne des investisseurs, des entreprises aussi qui cherchent des investisseurs dans le monde du sport professionnel, du secteur marchand aussi, dans le cadre de transactions, que ce soit en France ou à l'international. J'ai à peu près résumé ? C'est parfait, Magali. Bon, super, merci. J'ai 4 questions pour vous. L'idée, c'est de faire la big picture, en fait, un peu du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors aujourd'hui, quels sont les types d'investisseurs financiers que l'on va trouver dans le secteur du sport et comment investissent-ils dans ce secteur du sport ? Oui, effectivement, Magali. Je crois qu'en préambule, avant de répondre à cette question, avant d'inventorier les catégories d'investisseurs, il est bon de rappeler que derrière le vocable sport, en matière d'investissement, on retrouve deux univers majeurs que sont
l'univers du sport qui se regarde, celui du sport professionnel avec la médiatisation qui l'entoure, et celui du sport qui se pratique, celui de la fabrication, de la distribution et des lieux de pratique. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'on avait deux univers au sein desquels investir, on répertorie et on dénombre de principaux investisseurs. Les premiers sont les fonds d'investissement, on connaît tous dans l'industrie classique, dans les secteurs autres que celui du sport. Les fonds d'investissement qui vont collecter les fonds, l'argent auprès des tiers et qui vont le réinvestir sur une thématique précise dans un horizon, une durée d'investissement qui oscille souvent entre 5 à 7 ans. Récemment, en matière de fonds d'investissement, on a vu émerger des fonds un peu spécifiques qui représentent des collectifs de sportifs, dotés, enfin d'athlètes en réalité, dotés de patrimoine conséquent et qui donc s'associent pour investir et pour soutenir des projets spécifiques. Voilà, ça c'est une petite particularité des fonds d'investissement. Petite, mais qui est quand même qui défraie l'actualité. Kylian Mbappé pour le club de foot de Caen, voilà. entre autres choses. Athletico Ventures, voilà. Donc on a cette émergence et ce soutien de la part des professionnels. On rencontre aussi les family office qui ont vocation à procéder au placement de l'argent des familles ou des particuliers fortunés qui ont des attentes et sur le retour à investissement vraisemblablement à plus long terme. Donc voilà, les family office se tiennent à côté des fonds d'investissement. On retrouve aussi les fonds souverains, les fonds d'État, qui, eux, ont vocation à placer l'épargne nationale. L'intention ou la motivation des fonds souverains va très souvent au-delà des aspects de performance financière et constituent un attrait un peu stratégique, un peu différent. Voilà. Merci. Alors, je pense qu'on va revenir avec tous les intervenants sur cette oui. question, mais l'idée, c'est de dire pourquoi, en fait, les fonds s'intéressent au secteur du sport, fonds ou pas. Alors, on ne l'a pas cité, mais vous savez tous l'actualité chaude du moment dans notre petit secteur du sport. Là, ça défraie la chronique. C'est la famille Arnaud qui investit massivement dans le club de football du Paris Football Club avec Red Bull. De plus en plus, il semble que le secteur du sport soit attractif. Pourquoi ? Tout à fait, il séduit beaucoup. Alors pourquoi ? Plusieurs facteurs à l'origine de cela. Évidemment, une tendance à un changement du mode de consommation qui a changé les habitudes et qui vise à favoriser l'investissement dans les sports qui se pratiquent. Évidemment, la croissance est forte, on l'a vu, on le voit encore dans l'actualité. Les revenus sont constants, ce qui explique évidemment la faveur des investissements. On constate aussi une conjoncture très propice, le soutien des pouvoirs publics quant à la santé, quant au bien-être, évidemment, favorise aussi les investissements. Parfois, un peu le désintérêt aussi des acteurs locaux qui soutenaient par le passé des clubs de foot, par exemple. On en voit de moins en moins, ce qui laisse évidemment une place plus large à l'investissement extérieur. Les actifs très souvent concernés sont sous-gérés, parfois mal gérés et laissent une grande amplitude à la performance, ce qui évidemment attire. Peut-être sous-évalué aussi. Sous-évalué. Alors, le secteur du sport, c'est un secteur qui est extrêmement hétérogène. En fait, donc en fait, quelles sont les différentes typologies en fait d'assets sportifs ou de secteurs du sport et quels sont ceux qui sont aujourd'hui les plus attractifs pour les fonds? Alors, si on en revient à notre grande catégorisation, que sont les secteurs du sport qui se regardent et les secteurs du sport qui se pratiquent, en matière de sport qui se regarde, évidemment, en France, on a encore une grande longueur d'avance avec les ligues professionnelles, et notamment celle du football, avec une grande visibilité. Donc l'investissement permet à l'investisseur d'accéder à une communication très rayonnante. Et en matière de sport qui se pratique, la tendance et l'attractivité va vers
tous les concepts qui animent notre société globalement aujourd'hui, c'est-à-dire le bien-être, la santé, la techno. On voit bien dans les sports notamment de glisse, de montagne, que la technique a pris une grande place. Le Made in France, évidemment, motive aussi beaucoup. C'est un facteur, ce sont des facteurs qui encouragent les investissements. Très bien, merci Sandra. Et juste peut-être pour terminer, quelques exemples peut-être concrets, significatifs de transactions qui ont été réalisées récemment, peut-être par votre cabinet ou pas, et qui vous semblent être des bonnes pratiques à souligner. Oui. Alors sur 2024, on a vu que le sport indoor se musclait au travers de plusieurs opérations. Climbing District a procédé à une levée de fonds de 10 millions d'euros début 2024. Ce sont des salles d'escalade. Les acteurs aussi, tels le Five, qui est devenu Players, qui a regroupé ces salles de futsal et de paddle, lui est passé sous le contrôle d'un fonds, Ventis Capital, en 2024. Ça, ce sont des opérations un peu pas forcément connues du public, mais qui ont une grande importance et qui marquent vraiment l'investissement, la tendance de l'investissement. Évidemment, si on passe sur l'univers du sport qui se regarde, on pense à la Ligue de football, bien entendu, avec une prise de participation à hauteur de 13% de la part d'un fonds. Ça fait beaucoup polémique. C'est ça. CVC. Voilà, c'est plutôt polémique et controversé, mais 13% des droits de la Ligue, moyennant 1,5 milliard d'euros. Évidemment, ce sont des transactions auxquelles on pense a priori. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Sandra, pour cette première partie de cette conférence. Je vais vous libérer, vous remercier et appeler à mes côtés Laurent Damiani et Olivier Estève. Alors, un de chaque côté de moi, ça sera très, très, très bien. Voilà. Alors, on a 20 minutes ensemble et je suis ravie de vous avoir avec moi parce que je trouve que vous vous complétez extrêmement bien. Donc, le public va comprendre pourquoi, parce que j'ai un peu la flemme là et je me dis que c'est vous qui allez vous présenter bien mieux que je ne pourrais le faire. Donc, Olivier, je vais peut-être d'abord vous laisser vous présenter. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Donc vous êtes, moi je dis que vous êtes le président directeur général d'ABO, mais dites-nous un peu plus ce qu'est ABO. Donc je vais essayer de compléter ça. Donc Olivier Estève, je suis franc-comtois. ABO est une entreprise franc-comtoise ou d'origine franc-comtoise. Pour ceux qui ont du mal à situer la Franche-Comté sur la carte, c'est à proximité de la Suisse, on va dire, à côté de la Bourgogne. C'est une entreprise familiale dont j'ai hérité en 1992. À l'époque, c'était une société qui n'était pas encore dans le monde du sport. Le virage s'est pris en 2002 à l'occasion d'une croissance externe qui s'est faite en France. Une belle entreprise marseillaise qui s'appelle Gymnova. Et à partir de là, donc, ABO s'est développé en France d'abord et puis beaucoup à l'international ensuite. Alors que faisons-nous? Nous sommes des équipementiers dans le sport. Donc nous sommes dans le B2B. En fait, nous sommes sur un marché de niche, dans le vaste marché du sport qui a parfaitement été résumé dans l'intervention précédente. Nous estimons environ 2% du marché du sport, le marché que nous adressons, nous, le segment que nous adressons. Et il s'agit là donc d'équiper des gymnases, des salles de sport en général. Alors je vais illustrer un peu mon propos. Nous sommes dans la gymnastique d'entraînement et de compétition, nous sommes dans le mur d'escalade, nous sommes dans des produits permettant la pratique des sports collectifs, donc des buts, des panneaux de basket comme on dit. Nous étions pour ces trois spécialités les fournisseurs des Jeux de Paris, mais nous étions précédemment à Tokyo, à Rio et sur les Jeux précédents. Nous sommes également donc, sur le segment de l'éducation physique. Donc, tous ces engins de torture, vous avez peut-être pratiqué dans les gymnases scolaires. Nous sommes aussi sur ce segment-là. Nous réalisons 75% de notre chiffre à l'étranger.
Nous sommes présents. 250 millions 250 millions de chiffre d'affaires. Nous sommes 1400 personnes présentes dans 10 pays. Donc nous avons des filiales dans tous ces pays. Voilà, et vous faites partie de ces pépites françaises, de ces entreprises françaises que le grand public connaît peut-être pas, mais qui ont été fournisseurs partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Mais ce que vous disiez, c'est que ce n'était pas vos premiers Jeux Olympiques. Et vous pouvez être très très fiers de cela. Merci. Laurent, est-ce que je te laisse te présenter? Donc, Nous, on se connaît, Laurent, il a été mon président chez Sportsora, donc on se connaît bien, mais peut-être moins la salle. Voilà, ça a été une partie importante de mon parcours dans le sport business qui m'a amené, après avoir dirigé un groupe de marketing sportif, Community Unlimited, de créer Inspiring Sport Capital avec mon associé ici présent, Lucien Boyer. Nous avons créé en fait une société d'investissement dédiée 100% au secteur du sport. On a démarré en 2014 à Londres, et ça c'était quelque chose d'assez nouveau, d'assez innovant. Et d'ailleurs, quand on a voulu lever des fonds, First Time Team, First Time Fund, ça a été quelque chose de compliqué. Dans le sport, il n'y avait pas d'équivalent. Et donc en fait, on est une société d'investissement, c'est-à-dire qu'on investit nos fonds propres et également on fait venir des co-investisseurs à nos côtés. Des family office, des personnes fortunées qui viennent investir sur les projets qu'on va sourcer, qu'on va identifier et sur lesquels on essaye d'apporter plus que de l'argent. Donc on se démarque assez nettement des fonds d'investissement traditionnels et on investit par verticale. Donc on identifie des secteurs dans le sport qu'on considère comme porteurs, sur lesquels il y a des opportunités de faire grandir les entreprises, d'accélérer leur croissance, notamment à l'international, voire leur transformation digitale, et puis de consolider des écosystèmes. Donc je pourrais effectivement donner quelques exemples sur ce qu'on a fait. On reviendra sur tous ces cas-là, Laurent. Olivier, donc vous avez fait rentrer des investisseurs dans votre capital. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est passé, à quel stade ils sont arrivés et comment vous les avez convaincus d'investir dans ce secteur du sport? Alors le projet que nous portons depuis une bonne vingtaine d'années, depuis 2002, c'est de consolider ce segment, cette niche de marché qui est celui des équipements en B2B à l'échelle mondiale. C'est un marché qui est très morcelé aujourd'hui au niveau de l'offre. Il y a beaucoup d'entreprises présentes dans à peu près tous les pays du monde, mais les acteurs sont des acteurs de plutôt petite taille, de profil familial, et généralement très concentrés sur leur marché domestique. Donc nous sommes passés en 20 ans de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à 250 millions, et cette croissance qui s'est faite en bonne partie sur de l'organique, mais pour une bonne partie également sur de la croissance externe, a nécessité pas mal de capitaux. Donc nous avons dans un premier temps utilisé beaucoup le crédit bancaire, très classiquement, et puis comme ça ne suffisait pas, nous nous sommes adressés donc à des acteurs du capital développement, du private equity, et finalement donc nous sommes entrés en bourse en 2016, tout en gardant à notre capital d'ailleurs des acteurs de private equity. Voilà, donc on peut dire qu'on a utilisé un peu tout l'éventail de financement possible. Et avec des expériences plutôt fructueuses pour chacun de ces modèles de financement. Et qu'est-ce qui les fait moi, je cherche à montrer, parce que moi, j'en suis convaincue de l'attractivité du secteur du sport, mais c'est peut-être pas le cas de tous les investisseurs, en fait, qui voient ça comme un secteur, comme une passion, comme un hobby, mais qui ont peut-être du mal à réaliser qu'il y a il y a de vrais industriels derrière, il y a un vrai secteur avec un potentiel, avec une dynamique extraordinaire. Qu'est-ce qui les a convaincu de vous suivre? Alors, je pense que ça a pu être vrai à une époque, ce que vous venez d'évoquer. Je pense que ça ne l'est plus, en tout cas, ça l'est de moins en moins. Parce qu'il y a quand même un consensus général pour dire, et ça a été d'ailleurs évoqué précédemment,
que le marché du sport est un marché qui, globalement, surperforme l'économie mondiale. Si on considère que, pour faire simple, la croissance de la richesse mondiale est de 3%, le sport, il va plutôt se situer à 5%. Nous, on estime en tout cas que ce différentiel de croissance est de 2 points, ce qui est beaucoup, et c'est très attirant pour des investisseurs. Alors, cette surcroissance, on va dire, que connaît le marché du sport, on ne le rencontre pas forcément dans tous les segments du marché du sport, mais quand même, c'est une dynamique générale qui fait que, en tout cas en ce qui nous concerne, nous n'avons eu aucune difficulté à identifier des intervenants pour investir chez nous à un moment ou à un autre de notre développement. Ok, Laurent, pour toi, pour Inspiring Sport Capital, quels sont les critères que vous regardez pour choisir les investissements que vous allez faire? Nous, on cherche à créer des champions français ou européens à l'international. Donc, on essaye d'identifier effectivement les entreprises qui vont avoir un potentiel de croissance important et d'organisation qu'on va pouvoir vraiment accompagner. Là, on va pouvoir ouvrir des portes à l'international ou sur certains marchés. Donc, c'est des éléments qui sont extrêmement importants pour nous. Et d'ailleurs, je fais une aparté parce que finalement, la société d'Olivier, on l'a rencontrée, on l'a connue dans ma vie précédente lorsque j'organisais les internationaux de France de gymnastique ici. J'ai organisé les championnats du monde de gymnastique dans différents pays. Et donc, ces marques, Gymnova, GES, étaient partenaires de ces événements. Et donc, on voit effectivement la croissance d'entreprises comme celle-là. Et nous, effectivement, dans les critères qu'on va regarder, les barrières à l'entrée sont importantes. Donc, la place, effectivement, de l'entreprise sur le marché et les critères de consolidation d'écosystème pour créer ces champions va être extrêmement importante. Après, on peut être confronté à des sujets de management qui sont souvent un peu clés pour accompagner un projet. Et c'est là où, effectivement, on va aussi jouer un rôle pour identifier les bons profils pour gérer ces entreprises. Jusqu'à maintenant, on avait une volonté d'être majoritaire dans les entreprises. Donc, c'est un rôle qui est assez lourd à porter, qui nous oblige à être très, très engagés, très hands-on. Et aujourd'hui, on regarde effectivement de venir aussi en soutien en étant minoritaire, tout en apportant notre connaissance de cet écosystème du sport et les leviers de développement. Et peut-être juste, tu veux que je donne quelques exemples ou... Oui, allons-y. Je pense que on avait des questions très, très... Mais vas-y. Non, je saurais me rattraper. Donc, juste pour citer quelques exemples, on a fait un investissement dans l'univers du golf avec un groupe qu'on a créé en fait à la base d'une société qui était en France et qui était aux Pays-Bas. Et on a créé un véritable groupe aujourd'hui avec 4 entreprises qui est leader de distribution, d'équipements de golf pour les clubs de golf et de matériel de jeu pour les golfeurs. On a recruté un président pour diriger ce groupe qui vient de chez Salomon, qui était le patron, le CEO de Salomon. On a recruté un directeur financier. Donc, on a vraiment structuré la holding de tête et on a procédé à 3 build-up, 3 acquisitions pour créer ce groupe qui est leader. Donc, ça, c'est un point important. Mais on a des exemples très différents parce qu'on a investi dans l'outdoor montagne avec la marque Millet qu'on a racheté. Et effectivement, on était face à des investisseurs américains notamment qui souhaitaient mettre la main sur cette marque du patrimoine français, parce que c'est une marque qui est plus que centenaire de la haute montagne. Et on est allé chercher la famille Millet qui était sortie en 73 de l'entreprise pour réinvestir avec nous à nos côtés dans ce projet. Ça, c'est une super belle histoire, Millet. Vous êtes allé, ancré familialement sur le territoire français et on les accompagne à l'international dans son développement. Ouais. Je trouve que c'est une très belle histoire, celle-là, de la famille qui était partie et que vous êtes allé rechercher, qui est revenue avec vous. Et qui dirige, c'est un Millet, c'est Romain Millet qui est le président directeur général de cette entreprise. Nous, on préside le comité stratégique, donc il y a une répartition des rôles qui s'est faite de manière assez naturelle. Et cette famille, effectivement, a vocation à continuer l'histoire familiale et à rester au capital. Olivier, je reviens vers vous.
qui sont les fonds qui ont investi concrètement chez vous? Ce sont des fonds français, parce que tout à l'heure, des fonds français, super. Je t'ai pas vexé tout à l'heure en te disant que faisaient les fonds français avec 11 clubs de foot sur 18 en Ligue 1 qui sont détenus par des fonds étrangers. Mais il y a des fonds français. Oui, maintenant je peux les nommer. Le premier à avoir investi, c'était en 2003, donc immédiatement, on pourrait dire, au lancement du projet ABO. Et c'était Ciparex, qui est sorti en 2009 et qui a été remplacé, si je puis dire, par CIC Développement, qui est devenu Crédit Mutuel Equity et qui est toujours au capital. C'est le deuxième actionnaire du groupe. Nous avons également donc 2 autres fonds français, BPI, il faut le mentionner aujourd'hui, qui est rentré à l'occasion de notre IPO, notre entrée en bourse en 2016. Et puis nous avons un fonds qui s'appelle Nobel et qui est détenu par Serge Wimbert, donc un fonds français également. Donc 3 fonds. Pour ce qui est du flottant, ce que nous constatons, c'est que Alors, le flottant, moi je ne sais pas ce que c'est. Le flottant, donc la partie, on va dire, la partie de notre capital qui est susceptible d'être achetée ou revendue en bourse. Et donc, quand on regarde, quand on fait un instantané à un moment donné, on se rend compte que la proportion d'investisseurs étrangers est très, très minoritaire. Très bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je trouve ça que nos pépites françaises restent entre les mains d'investisseurs français. Toi, tu me disais que oui, effectivement. Donc vous étiez quand même un peu un cas particulier quand vous êtes dans le sport. Vous étiez... On est toujours un cas à part dans l'organisation de notre structure d'investissement, parce qu'effectivement les fonds dont parle Olivier, c'est des fonds généralistes qui investissent dans le sport par opportunité, mais qui n'ont pas une stratégie réellement de déploiement dans ce secteur, qui peut, avec éventuellement des passerelles entre les différentes participations. Mais néanmoins, on pense que les Jeux à Paris ont été aussi un élan formidable pour montrer à la fois faire la promotion de Paris, mais aussi la promotion du sport, et montrer que le sport pouvait être un levier de croissance important. On le voit aussi, ça se traduit aussi dans la pratique, dans les clubs sportifs, puisqu'il y a une augmentation, je crois, de 30% de pratiquants dans les clubs, ouais. à la rentrée de septembre. Ça fait venir de nouveaux sponsors. Tu parlais d'LVMH sur les jeux, dans la Formule 1, et on voit aussi le changement générationnel de sponsors qui deviennent investisseurs dans cet univers-là. Donc ça attire des nouveaux investisseurs, et nous, ce qu'on essaye de mettre en avant, je disais, c'est ce savoir-faire français ou européen, parce qu'on peut effectivement raisonner sur un plan plus large. Et on voit qu'il y a effectivement des écosystèmes en Europe qui sont assez marqués. Ouais. Bien sûr, le Rhône-Alpes avec les sports de ski, de montagne. Mais je prends la Bretagne Sud, où on a une participation dans un chantier qui s'appelle CDK Technologies, qui est, personne ne le sait, parce que c'est de la haute technologie carbone, et on fabrique des bateaux de course. Mais c'est un champion national, et on essaye effectivement de le développer à l'international. On a... Juste pour la petite histoire, c'est un tiers de la flotte du prochain Vendée Globe. Qui part le 10 novembre, Vendée Globe. Et les 4 dernières victoires sur le Vendée Globe sont des bateaux CDK. Enfin, pardon, les 4 bateaux CDK étaient à l'arrivée du dernier Vendée Globe. Donc c'est extrêmement important. On a fait le mal là, du défi anglais. Pour la coupe il a tenu Louis Vuitton. Celui-là, il a tenu, il a gagné même. Donc voilà, donc il sera en finale contre les Néo-Zélandais. Bravo. Parce que en fait, c'est vrai qu'on
on parle beaucoup des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais il y a aussi un message important, ça c'est un peu un message perso, mais ça ne s'arrête pas là, quoi. D'ici, vous savez qu'on a les Jeux Olympiques d'hiver en 2030, et en 2025, en 2026, en 2027, en 2028, en 2029, on va accueillir des championnats du monde, des championnats d'Europe en natation, en badminton, en cyclisme, en hockey sur glace, et puis j'en oublie peut-être encore un, mais en tout cas, le secteur du sport est un secteur extrêmement dynamique parce qu'il y a tous ces événements, et puis on a des fleurons du sport en France. On a Roland-Garros, on a les 24 heures du Mans, on a des magnifiques compétitions, et dont le Vendée Globe. Et ça, c'est une compétition absolument extraordinaire, une grande expertise dans ce secteur de la voile. Et effectivement, avec CDK, qui est aussi une pépite française qui... Mais tu as raison, effectivement, de pointer du doigt ce levier, les grands événements, parce que c'est une dynamique formidable, parce que c'est un cercle vertueux. Les grands événements, effectivement, apportent de la médiatisation au sport et aux marques. Derrière, c'est effectivement des pratiquants. Et Paris 2024, tout de suite, les marques peuvent se projeter sur Los Angeles 2028 avec le marché américain. Et donc, c'est des opportunités aussi pour les investisseurs d'accompagner ces marques sur ce marché. Et alors justement, tu fais la bonne transition. Los Angeles 2028, vous êtes déjà dans les starting blocks pour Oui. Alors c'est Los Angeles, mais aussi Oui, globalement la question est plus large sur votre développement à l'international, en fait. Oui, bien sûr, nous sommes positionnés sur Los Angeles 2028. Je précise que l'usage veut que les organisateurs des Jeux d'après assistent aux Jeux d'avant. Donc il y avait une délégation de Los Angeles à Paris que nous avons eu l'occasion de croiser. Et nous avons aussi, de par des partenariats que nous avons avec des fédérations internationales, la certitude d'être à Los Angeles en 2028, au moins pour une de nos spécialités. Et les investisseurs et les fonds vous aident en cela? En quoi ils contribuent à ce développement aussi international? Non, on n'a pas besoin d'eux pour ça. Enfin, je dirais que ça fait partie du projet ABO, que de se situer sur ces grands événements à retentissement mondial, donc les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde, etc. Ça fait partie de notre quotidien. Donc on n'a pas besoin d'un soutien en capital spécifique pour être présent lors de l'une ou l'autre de ces grandes compétitions. Mais bien entendu, tous ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure ont contribué, on va dire indirectement, à ce que nous puissions, nous, de manière crédible, nous positionner sur ces compétitions. Ce que je voulais peut-être rajouter sur l'aspect investissement, c'est que nous investissons, nous aussi. Nous avons investi dans une Sportec française qui s'appelle Vogo l'an dernier. Donc c'est une encore jeune société qui a mis au point un ensemble de procédés de services pour la pratique du sport dans la vidéo et dans l'audio. Nous pensons qu'il y a des effets synergiques potentiels qui sont importants avec des activités comme celle-ci, et nous avons décidé d'y investir, donc d'accompagner cette société l'an passé. Donc nous sommes aujourd'hui actionnaires minoritaires, nous détenons un petit quart du capital, et nous comptons bien donc essayer de faire prospérer à la fois cette société et ce partenariat. Effectivement, c'est un très bon point, parce que vous avez besoin d'investisseurs, mais vous investissez aussi vous-même, et en particulier dans la Sportec avec Vogo, qui est aussi une des très belles réussites françaises en Sportec. Laurent, vous avez besoin aussi de trouver des investisseurs pour alimenter votre fonds, donc ils viennent d'où? C'est ma dernière question, parce que je pense qu'on est là... On arrive à la fin. Alors, quand on investit en minoritaire ou sur des entreprises de plus petite taille, puisque nous, notre spot d'investissement, c'est entre 10 et 100 millions de taille d'entreprise. Donc, c'est des tickets on peut aller jusqu'à 15 millions nous-mêmes en termes d'investissement. Et si on va chercher des entreprises plus grosses, on va aller jusqu'à une cinquantaine de millions qu'on va essayer de fédérer sous forme de ce qu'on appelle de club deal. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, on va s'adresser plutôt à des familles office, à des personnalités, des individus fortunés,
des gens qui ont une appétence pour le sport et qui comprennent effectivement les leviers propres au sport, qui sont plutôt dans un temps long d'investissement. Et ça, c'est aussi, je pense, notre force par rapport à un fonds classique, c'est qu'on a une grande souplesse en termes de durée d'investissement. Très bien. Bon, bah écoute, je vais vous libérer, vous féliciter Merci. pour cette magnifique réalisation et ces grands succès avec ABO. Je te libère, tu as peut-être rendez-vous avec la famille Arnaud, non ça serait pas mal. Oui, bien sûr, mais j'en parlerai pas. D'accord, c'est confidentiel. Merci à vous deux, messieurs. Je vais appeler à me rejoindre Bruno Rivet. Merci Bruno de me rejoindre. Bruno, vous êtes directeur associé de Seventure Partners, donc qui est une société de capital risque, donc avec. Mais je vais vous laisser expliquer plutôt ce qu'est Seventure Partners. Dites-nous. Oui, bonjour à tous. Donc Bruno Rivet, moi je représente Seventure Partners. Donc nous on est un fonds capital innovation, une société de gestion spécialisée dans le capital innovation, dans les deux grandes thématiques historiques du capital innovation que sont la santé, sciences de la vie d'un côté, nutrition et le digital de l'autre. Donc on existe depuis un peu plus de 25 ans. On a deux spécificités. La première, c'est d'être justement encore sur ces deux verticales-là qui sont vraiment les deux verticales historiques du capital risque. Et la deuxième, c'est qu'on fait partie d'un groupe bancaire. On est une filiale en fait de Natixis, donc du groupe BPCE, sans être un corporate venture. Donc on fait partie de la partie investment manager de Natixis, donc de la gestion pour compte de tiers. Et donc on a créé il y a quelques années une verticale Sportech qui était pour nous une émanation assez logique en fait des deux premières pour différentes raisons. La première, c'est qu'on voyait beaucoup de prospects, de sociétés qui nous paraissaient très intéressantes qu'on pouvait taguer Sportech. Et la deuxième, c'est que le groupe devenait à ce moment-là sponsor aussi de Paris 2024. Et donc on sentait une accélération aussi dans ces domaines-là. Donc voilà, donc nous... Oui, et puis un groupe BPCE très investi qui veut être la banque de l'économie du sport. Enfin voilà, il y a un vrai mouvement dans le groupe. Oui, il y avait une vraie logique. Une cohérence, ouais. Et nous, on considère qu'en fait, ce qui est important dans le capital innovation, c'est qu'il y ait des bons ingrédients, un écosystème qui se construit. Donc c'est ce qui est le cas. Enfin, Big en est un bel exemple, mais nous qui sommes présents depuis plus de 25 ans, en fait, on a vu la montée en puissance du capital innovation sur les deux thématiques historiques, qui est très forte. On voit les succès français maintenant. Beaucoup d'étapes ont été passées. Et on considère que la Sportech est en train de prendre aussi cette accélération avec une chance, c'est que d'autres thématiques étant passées avant, on va pouvoir capitaliser sur ce qui a été fait sur les autres thématiques pour accélérer plus fort et plus vite. Et donc on pense qu'il y a beaucoup de très belles choses à faire dans cette verticale. D'accord. Alors juste un petit, je crois qu'à 14h, je fais de la pub pour les copains, il y a une conférence sur la Sportech très intéressante. Alors, je ne sais pas où c'est, mais c'est quelque part, vous trouverez à 14h sur la Sportech. Quelles sont les entreprises que vous avez accompagnées? Vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, bien sûr. Donc on a étudié en fait 1200 opportunités depuis qu'on a commencé à s'intéresser au secteur. Et on a fait 12 investissements et on en a 2 ou 3 qui devraient déboucher dans les prochaines semaines ou prochains mois. Donc, un petit scoop, non, pas de scoop aujourd'hui. Non, pas de scoop, mais 3 belles sociétés qu'on espère closer très vite en fait. Non, le scoop, c'est qu'on espère avoir dans les prochaines semaines une première accélération très forte sur une des sociétés de notre portefeuille qui est en train de faire un tour de financement très significatif en fait à l'international, qui montre bien l'accélération en fait de la Sportech française qui est capable d'attirer aussi, vous l'avez dit. Certes, il y a des fonds français, mais il y a aussi des fonds internationaux. Et on pense que la Sportech commence à être vraiment visible de fonds internationaux qui apportent d'autres choses très complémentaires. Et donc, on espère pouvoir annoncer ça dans les prochaines semaines. Oui, parce que je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est vrai que la Sportech, on les adore, etc. Mais c'est vrai qu'il y a l'exemple de Sorar, qui est... voilà, mais on a l'impression qu'à part Sorar, c'était difficile de capter des fonds très importants, en fait. Alors, oui, il y a les fonds, mais il y a surtout les perspectives, en fait. Et nous, notre métier, c'est vraiment d'identifier des sociétés innovantes sur des marchés mondiaux qui peuvent faire des sociétés qui passent de 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires à 50-100 millions. Et donc ça, on l'a vu sur d'autres typologies de verticales une nouvelle fois. Et on est persuadé que dans notre portefeuille, on a au moins 2 ou 3 sociétés dans les 12 qui vont pouvoir faire des sociétés de 50-100 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc devenir vraiment des boîtes référentes qui peuvent consolider leur marché. Donc ça, c'est ce qu'on recherche. Donc, il y aura une forte accélération. On aura besoin de fonds successeurs pour faire ça, de comparses qui vont faire les phases d'après. Mais on est persuadé qu'il y a de la matière en France pour ça et que l'écosystème est très riche pour différentes raisons. La géographie, on en a parlé tout à l'heure. En fait, la géographie française est très répartie, donc ça a permis de faire des sociétés dans beaucoup de sports différents.
par rapport à d'autres pays qui sont peut-être plus monothématiques. Donc il y a une très grande variété des sujets adressés dans la Sportec. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de très belles compétences, des ingénieurs évidemment, côté nutrition, santé, des gens du médical. Donc c'est quand même deux forces fortes de la France, hein, on le voit là aussi, beaucoup de GAFAM aiment bien avoir des équipes françaises parce qu'ils savent qu'il y a des très belles compétences et une capacité à se déployer à l'international qui est très forte. Il y a aussi des beaux groupes industriels, hein. Évidemment, il y a ABO, Decathlon est quand même assez significatif aussi. Donc, l'écosystème de ressources humaines, de ressources financières et d'accélération technologique est vraiment majeur dans cette thématique. Kinomap, vous pouvez nous en dire deux mots, peut-être? Oui, alors Kinomap, ils ont fait une performance, c'est déjà d'avoir réussi à avoir un accord avec le CIO pendant les derniers Jeux Olympiques, ce qui n'était pas évident pour des startups. Et donc, eux, en fait, ils proposaient, en plus du marathon pour tous, d'avoir un marathon pour tous connecté. Et donc, ils avaient capté le parcours. Et donc, vous pouviez, à distance, sur un tapis, sur un vélo, même sur un rameur, faire le parcours du marathon pour tous. Donc, c'est une belle société. On peut parler aussi de Skill Corner, qui est une société, en fait, qui permet le scouting de joueurs de foot. Donc, c'est une société française très technologique, créée par un centralien, qui a désormais plus de 200 clubs clients, et parmi les plus grands clubs de foot, et qui, depuis, a voulu aller aussi sur un d'autres sports, le basket. Alors, ils ont un petit partenaire plutôt sympa, c'est qu'ils ont été incubés, enfin, ils n'ont pas été incubés, mais ils ont fait partie de l'accélération de la NBA. C'est pas mal. Et la NBA rentre au capital à nos côtés, en très très minoritaire, et donc ça leur donne quand même une capacité à se déployer dans le basket qui est assez intéressante. Tout ça pour dire que ces deux sociétés, elles ont quand même un problème, toutes les deux, qui est le même, c'est qu'elles sont déjà rentables en fait. Et donc, même si nous, on aime bien les sociétés qui ont besoin d'accélérer en perdant de l'argent parce que ça nous permet de les accompagner, on voit que parfois, quand il y a des vraies technologies puissantes et un accès au marché qui est intelligent, en fait, on peut avoir aussi des boîtes rentables. Alors, ça ne les empêchera pas de lever de l'argent peut-être dans le futur pour réaccélérer, mais au moins sur des bases très saines. Et ça, c'est important, je trouve aussi, parce que dans la Sportec, on a vraiment des sociétés qui sont solides, peut-être parce que ça manquait aussi de fonds initialement, mais c'est des dirigeants qui ont su se développer, atteindre la rentabilité ou atteindre des modèles de développement qui vont montrer la puissance et donc faciliter aussi l'accès aux capitaux pour la suite de leur développement. Ok, très bien. Et donc, vous avez, en fait, ce que j'ai compris, c'est que votre fonds, en fait, il avait une durée limitée. Oui, Laurent en a parlé tout à l'heure. Nous, on est vraiment un fonds d'investissement. Donc, on investit un moment avec l'idée de sortir quelques années plus tard. Donc, on est sur des périodes qui peuvent être quand même assez longues. Hein. On est capable de rester 6, 7, 8 ans au capital des sociétés. Donc, ça permet quand même de montrer des créations de valeur. Mais nous, l'idée, c'était de prouver des choses avec ce premier fonds thématique sur la Sportec. On a l'impression qu'il y a déjà des éléments intéressants dans ce premier fonds pour ensuite, comme sur nos précédentes verticales, faire des fonds successeurs. Voilà, c'est ça, vous avez des fonds successeurs. Et voilà, pour toujours être à l'investissement et aussi pour pouvoir, peut-être dans le fonds successeur, être capable d'accompagner un peu plus longtemps, avec des montants plus significatifs, parce qu'on pense que la phase 2, c'est aussi la consolidation européenne. Et donc, à partir de la belle base française, on est persuadé qu'il y a des acteurs européens qui vont se créer, avec des économies d'échelle qui sont fantastiques. Le sport, souvent, est pratiqué de la même manière. Alors, les sports ne sont pas tous les mêmes selon les pays, mais chaque sport est souvent pratiqué de la même manière, quel que soit le pays. Donc, c'est une bonne base de build-up, en fait, pour des sociétés technologiques. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire par la suite. Ok, super. Merci beaucoup, Bruno, pour cet éclairage sur vos investissements dans la Sportec, dans l'innovation. Merci beaucoup. Et donc, je vais appeler maintenant Iris à la Médine. Iris, si vous voulez bien me rejoindre. Alors Iris, là aussi, je vais vous demander de vous présenter parce qu'alors, c'est absolument hyper impressionnant ce que vous avez déjà fait dans votre jeune carrière. Pas si jeune. Donc je ne sais même pas comment résumer banque d'affaires spécialisée en M&A, puis ensuite dans le sport. Voilà, dites-moi en quelques mots pour vous présenter. Non, en gros, j'ai commencé en France. J'ai fait l'USCP. J'ai commencé en France à travailler avec quelques groupes médias, dont Vivendi. Et je suis allée très vite en Angleterre où j'ai fait de la banque d'affaires. J'ai commencé chez Barclays, qui est une banque britannique spécialisée dans les médias et télécom. Et en fait, assez rapidement, je me suis fait recruter par une banque américaine qui s'appelle Rain, spécialisée dans le sport et les médias, qui à l'époque, Rain était très spécialisée dans des deals cross-border, principalement entre les États-Unis et la Chine.
Et à cette période-là, Rain voulait s'étendre en Europe pour un peu répliquer la même stratégie. Et j'ai été recrutée pour développer les activités européennes dans un premier temps depuis Londres, puis à Paris. Et puis, il y a un an, j'ai créé ma propre structure de banque d'affaires où j'ai rassemblé d'autres activités. J'avais des investissements personnels dans des boîtes du secteur. Et après, en termes de business, j'ai toujours été, depuis que j'ai rejoint Rain, très spécialisée sport, mais surtout foot, parce que c'est l'industrie la plus structurée dans mon... Alors, surtout le Real, hein, j'ai compris. Real Madrid, on ne parle pas du Barça. Absolument, mais ça, c'est plus la fan qui s'exprime. Mais oui, je suis toujours très proche du Real Madrid. Sauf que le Real Madrid est toujours structuré comme une association, donc on ne peut pas faire entrer un investisseur private equity dans un club, ni dans le Real Madrid, ni dans Barcelone. Il faut être très créatif pour trouver des solutions de financement. Mais historiquement, j'ai travaillé sur la vente de Chelsea à un investisseur américain, la vente d'Olympique Lyonnais à John Textor. J'ai fait plusieurs transactions dans la Liga. Et donc voilà, j'avais créé le bureau de Paris de Rain à l'époque, donc c'est au moment où on s'est occupé de la vente de l'Olympique Lyonnais. Et à travers ma nouvelle structure, j'ai un scope assez similaire. Je négocie aussi des deals commerciaux parce que pour moi, la croissance, c'est pas seulement trouver des investissements et racheter des business, c'est aussi parfois négocier des partenariats stratégiques qui permettent d'aller à l'international ou de trouver des nouvelles sources de revenus. Et on a aussi cet angle un peu unique où on croit beaucoup dans l'intégration des célébrités dans les business du sport et des médias. Et récemment, dans le sport, donc on a été impliqué dans la transaction Caen et Kylian Mbappé, dont on pourra peut-être parler. Avec plaisir. Et donc, c'est très joli. En fait, le nom de la compagnie que vous avez créée, ça s'appelle Grandeur Compagnie. Tout un programme. Je suis pourtant pas si grande. mais pour la petite histoire, en fait, Grandeur, c'était un des mots que j'avais remarqué était très bien prononcé par mes partenaires américains. Et je me suis dit, je veux un mot très français, mais qui voyage pas mal. Donc, c'est l'histoire de Grandeur. Ok. Alors, on va revenir. J'ai déjà posé la question, mais d'après vous, quelles sont les forces, en fait, du sport français pour attirer et des clubs? C'est vrai que c'est aussi votre cœur de métier et d'expertise. Voilà, comment les clubs français, je le disais tout à l'heure, on a 11 des 18 clubs qui jouent en Ligue 1 McDonald's qui sont détenus par des fonds étrangers ou des investisseurs étrangers. Aujourd'hui, donc ce sont des clubs qui attirent, qui sont très attractifs. Pourquoi? Ouais. En fait, peut-être pour citer deux choses principales. La France, c'est très intéressant parce que il y a des clubs, il y a des régions qui sont très fortes. Et du coup, si je m'en tiens aux clubs de foot, les clubs de foot ont des identités régionales, locales très très fortes. Et en réalité, la fanbase locale est très importante initialement pour vraiment renforcer la ferveur autour d'une marque sportive. Et donc voilà, et j'espère que avec plus d'investissement, avec plus de stratégies de croissance un peu plus innovantes, on peut arriver à se rapprocher d'un modèle comme la Première Ligue où il n'y a pas seulement les clubs de Londres qui sont énormes, il y a aussi des Man City, des Man U, parce qu'on a vraiment ce potentiel-là en France. Et puis après, évidemment, il y a une force que tout le monde reconnaît, qui est pour sourcer des talents sportifs. La France est exceptionnelle, on est super bien positionné. Il y a énormément de stars françaises qui sont dans des clubs internationaux, donc c'est aussi un avantage. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de clubs très grands au niveau européen qui essayent d'avoir un club frère en France afin de pouvoir tirer avantage de cette force-là. Oui, c'est quand même un petit peu le paradoxe parce qu'on sait que l'Île-de-France est un des pourvoyeurs énormes de très très grands joueurs de football à l'international et on n'a qu'un seul club à Paris en Ligue 1. Donc on espère qu'avec l'arrivée de la famille Arnaud, Red Bull, effectivement le Paris Football Club soit le deuxième. Mais finalement, c'est très très peu par rapport à Madrid, à Londres. Voilà. Ouais. En fait, la difficulté qui va avec la force des clubs en France, c'est que du coup, il y a beaucoup de clubs régionaux et du coup, les fanbases sont beaucoup localisées et pas encore très internationales. La Ligue 1 est un produit qu'on peut beaucoup améliorer, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'il faut plus d'investissement pour avoir plus de clubs champions et une ligue plus compétitive comme la Première Ligue. Et c'est ça qui attire déjà les droits médias et aussi l'audience internationale
sur le championnat français. Et donc, ça aidera évidemment à travers le temps. Mais il faut trouver des investisseurs. Et en attendant, il y a donc des fanbases un peu plus locales. Et du coup, c'est plus dur de monétiser sur la partie commerciale. La partie droit média, de toute façon, ça ne dépend pas totalement à 100% du club, mais sur la partie commerciale, trouver des sponsors, vendre du merch, ça dépend beaucoup de la fanbase. Et c'est là où je pense qu'on peut être très innovant. Et nous, c'est l'angle qu'on aime bien autour d'impliquer des célébrités, des influenceurs dans ce type de business, parce que ça permet justement de briser les barrières de la localité très forte. Ok. Donc une fanbase, enfin des communautés qui sont engagées avec un gros potentiel de progression, des centres de formation aussi qui permettent de sortir des joueurs et des talents et activer le trading joueurs qui est quand même une part importante du modèle économique du foot, et puis aussi des infrastructures. On a l'impression parfois, nous on a l'art de se flageller en France, qu'on a des stades qui ne sont pas à la hauteur, mais si en fait, on a des infrastructures qui sont de qualité et qui peuvent attirer aussi. Et une très bonne illustration de ça, c'était autour du process autour de l'Olympique lyonnais. C'était un challenge, on était en train de vendre Chelsea à peu près en même temps. Et donc pour intéresser les investisseurs qui jusqu'à présent ne regardaient pas trop la Ligue 1, c'était difficile, mais c'était quand même un super actif. Et c'est tout à son honneur, Jean-Michel Aulas avait quand même une stratégie à l'époque assez visionnaire, où on avait un club qui détient son stade, c'était le seul de France, qui est assez significatif, qui a lancé sa propre arène, qui avait toute une stratégie de développement entertainment au-delà du sportif, qui était dans le multisport, parce qu'il y avait aussi une stratégie basketball, et qui avait un club féminin effectivement très performant. Donc il y a des clubs comme ça qui ont déjà cette stratégie développée. Bon, ça, c'est encore mieux. Mais il y a aussi pas mal de clubs où on peut réussir à développer des stratégies similaires. Et après, évidemment, il faut que les institutions locales soutiennent aussi ce type de projet. Mais parce que, en particulier, les développements commerciaux autour du stade, ça permet de créer un produit, une expérience fan qui est encore mieux, mais aussi de générer des sources de revenus supplémentaires qui permettent d'investir dans les joueurs, faire monter la performance, etc. Quand on préparait cette intervention, effectivement, vous nous avez parlé de 2 clubs visionnaires. En fait, l'OL, on en a parlé. Et puis la Carmine Corp aussi que vous avez accompagnée. Alors là, on sort du foot, mais c'est un bon parallèle. Parce que justement, la Carmine Corp, c'est un exemple très intéressant c'est une structure e-sport qui a été créée par 2 influenceurs. Un qui était très core gaming, en particulier League of Legends. Kameto. Exactement. Et l'autre, Prime, du coup, qui avait aussi une présence sur Internet très importante, mais un peu plus un côté lifestyle, qui a été un vrai athlète de football américain qui fait de la boxe maintenant, qui s'est lancé dans le rap, qui est une marque de mode. Et du coup, ils ont un peu combiné leurs forces pour créer cette structure, déjà qui se repose beaucoup sur leur fanbase et sur leur capacité à avoir un vrai storytelling sur le digital pour, comme ils le diraient, mettre la communauté dans la structure. Et donc, la communauté est impliquée dès le départ dans toutes les avancées de la structure. Et en plus, on va utiliser nos forces. Donc, on va designer les meilleurs maillots. Comme ça, en année 1, on en vend 40 000. Ça fait déjà des sources de revenus énormes. La fanbase et l'engagement permettent d'attirer des vrais sponsors, actuellement avec Orange et Michelin. Et après, d'avoir toute une stratégie d'événementiel. Parce que c'est dur d'avoir un stade quand on est une équipe de e-sport. Donc au départ, il y avait des événements qui sont de plus en plus gros. L'an dernier, il y en a eu un à la Défense Arena, il y en a encore un autre le mois prochain. Et maintenant, ils ont leur stade. Exactement. Et maintenant, Carmine est une des premières structures de e-sport à l'international à avoir sa propre arène à Évry, qui a fait déjà 2 événements, qui a sold out 3000 places dans son arène. Et donc, ça permet d'ouvrir le champ des possibles et rajouter même une nouvelle source de revenus à la structure. Le fait effectivement que des influenceurs, des streamers soient à l'origine, ça fait effectivement, je sais que c'est quelque chose qui a beaucoup attiré des marques, en particulier Orange, parce que ça fait des communautés extrêmement engagées. Voilà, Orange, ils hallucinaient quand il y a eu, on raconte souvent cette anecdote, le reveal du maillot de la Carmine Corp avec Orange, et que tout le public scandait Orange, Orange, et ils m'ont dit mais on n'a jamais vu ça, quoi. C'est un truc de dingue dans l'e-sport. La ferveur et les statistiques d'engagement dans l'e-sport sont tout à fait particulières. Je pense même que la monétisation du sponsorship pourra encore augmenter pour être à la hauteur de ce que l'e-sport délivre en termes de performance.
France. Mais toujours est-il qu'avec ce développement et en quelques années, et après évidemment quand on a développé une marque très forte comme la Carmine, on attire aussi des talents à prix préférentiel parce qu'ils savent qu'en intégrant la Carmine, on va développer sa propre fanbase. Et donc ça permet aussi de gagner, ce qui est, on le rappelle, quand même indispensable pour avoir une structure sportive très forte. Il faut quand même que la performance sportive soit au cœur de la stratégie, parce que si on ne gagne pas, c'est compliqué après de faire de l'entertainment et d'autres stratégies. Dernière question, Iris. Quels sont les freins, en fait, à l'investissement aujourd'hui dans les clubs français et qu'est-ce qu'on peut faire pour les lever? Comme je le disais, en fait, c'est le côté peut-être très localisé des fanbases. Donc, des case studies comme le rachat de Caen par Kylian Mbappé, ça commence à donner quelques idées de crossover comme ça, où on a une institution sportive traditionnelle. Comment on fait pour bénéficier de stratégies assez innovantes pour développer une fanbase plus à l'international? Parce que la fanbase de Caen, enfin, j'ai beaucoup de respect pour le club de Caen, mais ça doit être très, très, très localisé. Pour l'instant. Ouais. Donc à voir, et ce sera une stratégie après d'exécution maintenant qui sera très intéressante à observer. Et puis après, les freins, c'est pas nécessairement propre à la France, mais comme on se le disait précédemment, il n'y a pas assez d'investisseurs en France pour financer les clubs de foot. Donc il faut des investisseurs étrangers. Et puis ça permet en plus de réaliser cette vision d'internationaliser un peu nos marques dans le foot. Mais pour cela, il y a toujours aussi des freins. Si je suis à l'étranger, de m'assurer qu'il y a une structure très professionnelle déjà en place, qu'il y a tout un plan d'infrastructure, de développement de stade qui est possible. Et donc ça aussi, c'est une considération forcément à avoir en tête. Très bien. Quelque chose qu'on aurait oublié, Iris, que vous voudriez nous dire sur ces sujets-là? On n'a pas... Bon, quand on l'a juste abordé, vous vouliez en dire un peu plus sur le rebranding. Vous aviez parlé de rebranding aussi, de la capacité... sur le rebranding des marques. On parlait de ça en fait au sujet de Paris Football Club et Bernard Arnault, et tout le monde se demande, et j'avais cette blague où je disais chaque fois que j'avais un club à vendre, j'allais demander à Bernard Arnault s'il voulait l'acheter. Il l'a toujours dit non. Donc je trouve que Pourquoi il a dit oui alors cette fois-ci? Je n'émets qu'une hypothèse personnelle, mais là je trouve que c'est un actif qui est très stable. Il y a encore de l'infrastructure à construire, mais il y a déjà un actif qui est très bien structuré. En plus, c'est à Paris. Il y a toute une stratégie un peu de branding qui peut être construite autour de ça, qui est très intéressante. On parlait de ça, je faisais un crossover avec l'AC Milan, qui a un partenariat avec Off-White, qui représente très peu d'argent pour le club, mais en fait, en termes de branding, c'est très stratégique. Ça permet de renforcer le côté Milan, fashion, etc. Là, on peut se demander autour de Paris FC ce qui pourrait être utilisé de cette perspective. Et puis après, je pense juste que c'est une bonne opportunité d'investissement, structurée avec un co-investisseur qui a quand même un track record exceptionnel de développer des franchises dans le sport, Red Bull. Donc en fait, le scénario est probablement idéal pour Bernard Arnault. Très bien, merci beaucoup. On va terminer cette session, mais vous pouvez rester là, Iris, avec moi. Mais voilà, donc vous avez vu quand je vous disais que le sport est un secteur qui est extrêmement dynamique, extrêmement varié, hétérogène. On a parlé de clubs de foot, on a parlé d'innovation avec la Sportec, on a parlé d'équipementier du sport. En fait, le domaine des possibles pour les investisseurs est extrêmement large dans le sport, qui est un secteur aussi extrêmement dynamique. On en a parlé, il y a les très grands événements sportifs, il y a nos fleurons du sport français qui reviennent tous les ans. On a nos feuilletons hebdomadaires avec les Ligue 1, le Top 14, tout le hand, le basket. Et puis on a 2,5 millions aussi d'événements sportifs amateurs qui nous occupent tous les dimanches pour nos enfants. Et c'est ça qui fait la force de ce secteur, qui est bien plus que du sport. C'est aussi du lien social, c'est de la santé, c'est de l'inclusion. Et on ne doute pas que ce soit effectivement un secteur d'opportunité et à
attractif pour les investisseurs. Je ne sais pas si on a répondu à la question où on nous demandait si on serait les champions du monde, mais en termes d'investissement, ce qui est sûr, c'est que je vous propose un match retour chez Sportsora. Donc c'est un sujet qui nous intéresse énormément. Donc pour ceux qui sont membres de Sportsora, au mois d'avril, on se retrouvera sur un temps un peu plus long pour approfondir encore tous ces sujets. Messieurs, mesdames, les intervenants, je vous remercie et je voulais juste dire un dernier mot parce qu'il y a une initiative absolument exceptionnelle qui a été mise en place par la Global Sports Week. Ça s'appelle Palmarès 2024. C'est un appel à candidature aux entreprises françaises qui ont œuvré pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc il y a un appel à candidature qui est lancé. Je crois qu'il s'achève là. Il reste plus beaucoup de jours. Mais donc si vous êtes une entreprise, c'est pour les entreprises françaises qui avaient participé, vous avez contribué à cet événement absolument incroyable, déposez votre candidature, Palmarès 2024, vous tapez ça sur Internet et je suis sûre que vous arriverez à pouvoir très facilement déposer votre candidature. C'est important de faire rayonner toutes les pépites et les talents français dans le secteur du sport. Merci beaucoup, à très bientôt.